Merci beaucoup Hélène et merci beaucoup de m'avoir proposé de participer à ce colloque. Du coup, je vais pas répéter ce qui a été dit, mais en fait, moi, je fais de l'histoire économique et dans la manière dont je m'intéresse aux relations monétaires, en particulier, je vais parler de l'Inde. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'intermédiaires locaux qui permettaient aux Français de faire des transactions monétaires. Et je suis très contente d'être ici aujourd'hui, en fait, pour parler avec des gens qui s'intéressent à ces intermédiaires et d'avoir un peu des retours sur ce que moi je perçois et comment j'interprète ces dynamiques-là. Comme vous le savez, à l'époque moderne, on voit l'apparition en fait ou l'émergence progressive d'une économie globale dont la manifestation première, c'est l'établissement de routes commerciales à longue distance qui connectent des aires de production et des marchés de consommation. Et cet établissement-là, cette dynamique-là, elle s'est accompagnée de la pénétration de puissances étrangères dans ces aires d'approvisionnement lointaines, souvent en fait américaines, africaines ou asiatiques. Et on a parlé du coup d'empires marchands. Et la monnaie est un terrain assez intéressant parce que on peut lier en fait ces dynamiques commerciales là et impériales, parce que l'une comme l'autre ont nécessité la mise en place d'une infrastructure monétaire et financière, aussi bien pour soutenir la production de marchandises globales que le commerce lointain, pour payer les transactions, pour payer les travailleurs, mais aussi en fait pour payer toutes les dépenses coloniales et militaires qui ont permis cette expansion impériale. La monnaie, dans ce cas-là, c'est la liquidité, le fait d'avoir des moyens de paiement, mais c'est aussi souvent lié, c'est un peu difficile, vous allez voir dans ma présentation, de dénouer les choses, c'est aussi lié au crédit, au fait de faire des avances commerciales, de demander aussi des crédits pour, par exemple, le paiement des troupes et l'accès au capital pour, par exemple, construire une église dans le cas des missions, acheter des terres, construire un navire. Subramaniam et Bailey, dans leur article de 88, ils mettent en lumière, en fait, en Asie du Sud, mais surtout en Inde, le rôle des intermédiaires financiers, en fait, dans le fait de connecter l'Inde à cette économie globale en formation, en permettant, en fait, aux acteurs qui viennent en Inde, aux marchands, mais aussi aux puissances impériales et à leurs agents, en permettant du coup à ces acteurs d'avoir à la fois accès au marché monétaire local, c'est-à-dire d'avoir accès, c'est-à-dire en fait d'amener des matières, des monnaies d'or et d'argent étrangères et de pouvoir les échanger contre des monnaies indiennes. Mais aussi, d'autre part, d'avoir accès en fait au crédit local, ce qu'eux ils appellent le indigenous credit. C'est un très gros débat, en fait, cette participation des intermédiaires locaux et des intermédiaires locaux financiers dans l'histoire de l'Inde au XVIIIe et au XIXe siècle. Parce qu'à cette époque, en fait, en Inde, on a un processus de formation et de décomposition impériale. On passe de l'empire moghol, qui est un empire qui a été fondé par Akbar, globalement, au XVIe siècle, qui connaît son extension géographique la plus poussée à la fin du XVIIe siècle, avec la conquête du Décan. Quand cet empire arrive à son apogée territorial, globalement en 1707, c'est la mort d'Aurangzeb, en fait, il va progressivement s'effondrer et va émerger, mais pareil sur un processus qui va prendre un siècle, va émerger l'Inde britannique, qui du coup a un empire impérial, mais d'une puissance lointaine. Et du coup, dans cette transition politique, il y a un débat, surtout dans la littérature anglophone, sur le rôle des intermédiaires financiers, le rôle des entreprises et du capital local. Alors, les Anglais parlent de indigenous business et indigenous credit. Et du coup, la question, c'est comment ces intermédiaires locaux, ces banquiers notamment, ont participé d'un côté à la chute de l'empire moghol et de l'autre à l'expansion de l'Inde britannique. Subramaniam et Bailey, donc, dans leur article, ils mettent en avant le fait que ces intermédiaires financiers, ils ont financé, en fait, à la fois les entreprises privées britanniques et françaises, et que ça, c'est allé beaucoup plus loin que la simple politique officielle. Et ils parlent notamment de la figure du Indian Portfolio Capitalist, qui serait un entrepreneur qui tire des revenus des fermes, participe au commerce agricole local, gère des ressources militaires et aussi participe au commerce de l'océan Indien. C'est globalement des marchands banquiers, des magnats.
Lakshmi Subramanian, dans son article de 1787, elle pointe en fait l'alignement de ce crédit local, indigenous credit, à la stratégie impériale en fait de l'East India Company, et elle montre en fait que ces réseaux financiers, bancaires indiens ont été vraiment très importants dans le fait de permettre à la Compagnie des Indes anglaise de déplacer des sommes d'argent en Inde, notamment entre le Bengale et Bombay, et de financer ses dépenses militaires, notamment autour de Bombay. Et du coup, la réussite en fait des Britanniques entre le XVIIIe et le XIXe siècle, ça aurait été de capter localement des ressources financières et du crédit pour permettre aussi bien l'expansion commerciale que impériale. Moi, et dans le cas français, en fait, il n'y a pas du tout un même travail systématique sur ces questions, mais il y a Catherine Manning qui s'est intéressée à la Compagnie des Indes, notamment entre 1720 et 1740, qui montre qu'en fait, les Français, eux, ils échouent en fait à pénétrer les marchés monétaires et les marchés financiers. Ils ont accès à un peu de crédit local, le crédit commercial qui vient des courtiers, mais ils n'arrivent pas à accéder à la haute finance indienne, au crédit, au capital qui vient des notables musulmans, des détenteurs d'office et des grandes familles de banquiers. Globalement, moi, je m'intéresse pas, en tout cas pour le moment, au crédit, mais je m'intéresse plus à la monnaie. Et j'essaie de montrer que c'est des opérations différentes. Je m'intéresse aux opérations, en fait, d'achat et de vente de métaux précieux, aux opérations de change, c'est-à-dire quand on a certaines monnaies et qu'on essaye de les échanger contre d'autres monnaies, comment on évalue le prix de ces différentes monnaies, et au monnayage, c'est-à-dire à la production de monétaire, au fait de frapper des monnaies, des pièces, des monnaies d'or, d'argent, de cuivre. Et je me suis donc demandé quel savoir et quelle pratique, de quel savoir et de quelle pratique il faut disposer pour pouvoir réaliser ces opérations dans le contexte de l'Inde mongole du XVIIIe siècle, et en particulier quand il s'agit des acteurs français. Du coup, dans l'article qu'a cité Hélène, Subramanian, il définit les intermédiaires ou la figure de l'intermédiaire comme n'étant pas seulement un passeur ou un simple agent de diffusion interculturelle, mais comme quelqu'un qui articule des relations entre des mondes ou des cultures disparates, étant capable de traduire entre eux. Moi, je me suis dit, c'est quoi un peu les mondes de la monnaie et les aspects qu'il faudrait pouvoir traduire, mais aussi transmettre, voire transformer et redéfinir. C'est à la fois les signes et les symboles des objets monnaies, des monnaies frappées, des pièces de monnaie. C'est aussi les unités de compte, les unités de poids, les unités de mesure qui sont pas les mêmes. Et c'est aussi des usages monétaires et des normes qui sont vraiment au fondement de la confiance dans la monnaie, au fondement de pourquoi est-ce qu'on accepte d'utiliser une monnaie plutôt que d'une autre, et qui sont pas du tout les mêmes en fait en Inde mongole et en France au XVIIIe siècle. Je me suis donc posé 3 questions assez simples. Peut-on identifier des intermédiaires spécialisés dans les opérations monétaires? Comment est-ce qu'ils sont qualifiés et qui sont-ils? Et dans quelle mesure est-ce qu'ils participent à l'entreprise impériale et à la monétarisation de l'économie impériale? Il y a 3 problèmes. Le premier, je l'ai déjà mentionné, c'est que c'est très difficile de distinguer ce qui relève du commerce, ce qui relève du crédit et ce qui relève de la monnaie. Mais je vais quand même un peu essayer de le faire parce que moi, je m'intéresse d'abord à la monnaie. Deuxièmement, comme l'a dit Hélène, en fait, ces acteurs, ils ont une pluralité de fonctions et une pluralité d'activités. Du coup, on peut aussi se demander dans quelle mesure c'est intéressant d'isoler celles qui sont proprement monétaires. Toujours est-il que comme elles sont rarement mises en avant, c'est un effort assez intéressant à faire. Et ensuite, il y a une réelle mobilité de ces acteurs sectoriels en termes de secteur économique, mais aussi social et géographique. Et enfin, il y a un gros problème d'identification qui, pour moi, vient pas d'histoire culturelle, c'est tout nouveau. Mais en fait, ces acteurs, ils sont désignés de manière différente, ils ont souvent différents noms. Leur profession aussi n'est pas forcément toujours désignés de la même manière, et il y a des problèmes de traduction entre le tamoul, le français et l'anglais par exemple. Du coup, pour cette présentation, je vais simplement me concentrer sur Pondichéry entre 1701 et 1789. Pondichéry, c'est un comptoir qui est localisé le long de la côte du Coromandel. C'est un comptoir qui a été fondé par la Compagnie française des Indes orientales. Elle-même a été fondée en 1664 par Richelieu. Et c'est une association de négociants qui a le privilège du commerce avec les régions au-delà du cap de Bonne-Espérance. Pondichéry, c'est globalement une petite enclave juridictionnelle, un entrepôt commercial qui est du coup le centre administratif de cet empire depuis 1701.
C'est en fait un territoire qui a été concédé par les puissances locales, en particulier le Nabab d'Arcade, de la région locale. Les sources que j'ai utilisées, c'est d'un côté les sources du premier empire colonial, à la fois des sources imprimées et des sources inédites. Il y a des sources juridiques et judiciaires qui sont très intéressantes parce que c'est notamment dans les sources des procès, dans les contrats qu'on voit apparaître les intermédiaires locaux. Il y a aussi des arrêts. J'utilise aussi la correspondance administrative entre les comptoirs et entre le Conseil supérieur de Pondichéry et les directeurs de la compagnie à Paris. Des mémoires, des rapports. Il y a en particulier un mémoire sur l'hôtel de la monnaie de 1741 qui est très intéressant, qui décrit comment fonctionne l'hôtel de la monnaie, comment est-ce qu'on fabrique des monnaies. Des journaux et des comptes. Pareil, il y a le journal de la monnaie, mais alors c'est dommage parce que c'est pour une autre période, mais ça donne des informations complémentaires pour les années 1770. Et j'utilise aussi, du coup, comme l'a mentionné Hélène, le journal d'Ananda Ranga Pillai, qui est connu comme étant le courtier de Duplex, qui a écrit son journal personnel entre 1736 et 1760, où il raconte tout ce qui se passe globalement à Pondichéry, les relations diplomatiques, commerciales, des événements aussi culturels, en donnant son point de vue et en projetant aussi ce qu'il fait. La méthode que j'ai employée, c'est un peu ce que Carlo Ginzburg appelle l'enquête nominative. Du coup, suivre le nom. J'ai un peu suivi le nom de différents personnages et il y a plein de choses qui sont apparues. Et j'ai essayé aussi de questionner mes sources en posant un peu deux questions, en me disant, bon, quel type d'acteurs apparaissent dans quel type de source et quelle dimension du monde social chaque type de source me donne à voir. Parce qu'évidemment, ces sources sont partielles. Du coup, quelle est la valeur de chaque source, mais aussi sa limite. Et en essayant aussi de porter un regard assez critique sur notamment ce corpus à dominance de sources coloniales qui en fait transmettent, comme l'a dit avant, la perception de l'État impérial, de ses agents et de ses intérêts. Du coup, alors ça, c'est Ananda Ranga Pillai, le courtier de Duplex. Du coup, je vais faire quelque chose de très hétérodoxe. Je vais faire un plan en deux parties, mais que je justifie par en fait une approche sur la monnaie qui vient de Kees Hart, qui est un anthropologue qui montre qu'en fait la monnaie elle a deux facettes. D'un côté, une facette plutôt marchande, socio-économique, et d'un côté une facette politique, parce qu'évidemment la monnaie met en jeu une dimension politique et un rapport à l'autorité. Du coup, je vais d'abord vous présenter les mondes socio-économiques de la monnaie, ce qu'on peut un peu dévoiler à partir des acteurs, et ensuite je reviendrai sur la dimension politique de la monnaie en prenant l'exemple d'Imam Saïb. Comme je vous l'ai dit, une des choses avec lesquelles j'ai eu des difficultés, c'est le fait que ces intermédiaires locaux ont une pluralité de fonctions dans le monde commercial, mais aussi politique ou culturelle ou religieuse, et que c'était un peu difficile pour moi d'essayer d'isoler ou simplement même de repérer ce qui relevait des opérations monétaires et de dire est-ce qu'on avait des spécialistes de la monnaie. C'est plus compliqué que ça. Mais si on sort un peu de ça et qu'on part plutôt de la monnaie et des opérations monétaires, on peut voir qu'il y a quand même une certaine stratification économique dans les intermédiaires de la monnaie et qu'il y en a certains qui font des choses spécifiques même s'ils ne font pas que ça. Du coup, on a d'abord les marchands. C'est ceux qui font le commerce des matières d'or et d'argent et des espèces. Ils sont appelés les marchands de la monnaie, les fermiers de la monnaie, les entrepreneurs pour la fonte des matières. En fait, ces marchands, c'est les principaux marchands de Pondichéry. Sechala Shetty, aussi appelé Sukurama, qui a été étudié par Catherine Manning, qui lui est connu parce qu'il fait notamment le commerce de l'océan Indien et de Manille, et souvent en fait aussi le courtier de la compagnie. Du coup, dans les années 720-740, c'est Pedro Modeliar, puis après, ça devient Ananda Ranga Pillai. En fait, ces marchands-là, qui font pas que ça, mais ils font le commerce des matières d'or et d'argent. Ensuite, on a le monde de la production. C'est les gens qui vont produire les monnaies. Les orfèvres, les essayeurs, les monnayeurs, qu'on voit aussi souvent apparaître dans les sources judiciaires. Enfin, j'ai 3 procès, c'est pas dingo, mais mes 3 procès, c'est des procès sur les orfèvres et les changeurs. Et là, on voit qu'il y a des orfèvres dans les bazars, les gens à qui vous portez des métaux précieux, qui vous fabriquent des bijoux ou des objets. Et souvent, ils sont désignés aussi avec l'appellation ou les titres qui viennent des castes. Pour les orfèvres, c'est les patames, les patanes ou les pataines. Et pour tout ce qui est plutôt marqueur, c'est les pandits ou les raos.
Et enfin, on a les changeurs, ceux qui opèrent sur le marché monétaire, c'est-à-dire à qui vous allez porter, par exemple, des fanons d'argent, des roupies d'argent, et que vous allez vouloir échanger avec des pagodes d'or. C'est eux qui font ce change monétaire-là. Et ils apparaissent dans une multitude de sources, dans des sources judiciaires, mais aussi dans des règlements sur les échanges. Par exemple, comme les ordonnances de police sur les poids et les mesures. La figure du changeur, elle est très intéressante parce qu'en fait, c'est vraiment un terme déjà qui s'écrit de plein de manières différentes. Les Français parlent de séraph, saraf, les Anglais de schroff, et qu'en fait, c'est un terme polysémique qui regroupe en fait différentes activités. Shubhra Chakrabarty, dans son article de 97, elle essaye de faire la généalogie un peu de ce terme et elle montre que au XVIe siècle, dans le Ain-i-Akbari, qui est un texte de gouvernementalité moghole, du bon gouvernement d'Akbar, quoi, elle montre que à la base, ce terme de saraf, il désigne le second employé de la monnaie, dont le rôle est d'évaluer les métaux. Sauf qu'au XVIIIe siècle, en fait, c'est un terme qui est employé de manière assez indifférenciée pour parler de toutes les catégories de ce qu'elle appelle money lenders, qui n'a pas vraiment de traduction en français. On pourrait dire c'est tous les gens qui font du crédit. Du coup, le saraf, c'est le marchand, le banquier, aussi l'écrivain. Il y a une spécialisation dans le fait de pouvoir échanger des espèces monnayées, mais il fait jamais que ça. Par exemple, Catherine Manning, elle montre que Sukorama, qui est un des grands partenaires de la Compagnie des Indes dans les années 1720, qui fait le commerce de Manille, c'est aussi au début de ces années-là le principal changeur pour le Conseil supérieur. Et pareil, j'ai retrouvé du coup dans les arrêts du Conseil supérieur en 1765 la demande des habitants d'Ariam-Kupom, qui est un village sous la dépendance de Pondichéry, où eux ils demandent d'établir un écrivain distinct et séparé du séraph. Du coup là, on se rend compte qu'en fait le séraph, le changeur, c'est aussi l'écrivain qui tient les comptes. Le changeur, la profession de changeur, elle est définie souvent comme la personne qui fait le commerce des matières d'or et d'argent. La Bourdonnais, il dit c'est celui qui vend l'argent. Bon, là, c'est pas très éloigné de ce que je vous ai dit sur les marchands qui vendaient l'or et l'argent. Du coup, encore une fois, on a cette confusion un peu de quelles activités. En fait, le changeur, c'est un terme ou une fonction qui recouvre un large éventail de situations, des principaux changeurs du nabab, des principaux changeurs de la compagnie, aux changeurs des bazars. Il y a un procès en 1707 qui est assez rigolo parce qu'en fait, c'est un topaz qui vole la couronne d'argent de la Vierge Marie dans l'église des Capucins. Et du coup, l'enquête interroge plein d'orfèvres et plein de changeurs du petit bazar nord et du petit bazar du sud de Pondichéry pour essayer de savoir qu'est-ce qu'il a fait avec l'argent, qui l'a fondu et qui l'a ensuite monnayé. Ce qu'on remarque quand même, c'est que cette fonction de changeur, elle est progressivement encadrée dans la colonie par des ordonnances de police. C'est une occupation qui est taxée à Pondichéry jusqu'en 1728. Et lorsque l'hôtel de la monnaie est établi en 1738, le changeur devient employé de la compagnie à Pondichéry. Il passe au gage de la compagnie. Ce qu'on a donc, c'est en fait différentes fonctions économiques qui relèvent de la monnaie, avec l'identification un peu de groupes socioprofessionnels qui sont aussi liés à des castes, qui vont progressivement en fait être un peu sédimentés ou figés en lien avec l'établissement d'une institution qui est l'hôtel de la monnaie de Pondichéry. L'hôtel de la monnaie de Pondichéry, c'est l'atelier monétaire où sont frappées des monnaies d'or, des monnaies de cuivre, mais surtout des monnaies d'argent. Et ça, à partir de 1736, quand la Compagnie des Indes obtient le droit de frapper des roupies. Ce qui est assez intéressant, c'est de regarder la structure de cette institution, comment elle fonctionne, parce qu'elle mêle le monde de la compagnie et des agents de la compagnie et le monde en fait des groupes socio-professionnels indiens locaux. Le directeur, c'est toujours un employé de la compagnie. Du coup, entre 1730 et 1770, on a Legout, Mirand, Lemaire, Trémizeau, Duverger. Le saraf et les écrivains sont au gage de la compagnie, du coup ce sont des employés, mais les groupes socio-professionnels dont je vous ai parlé, les marchands et les gens qui participent à la production de la monnaie, eux, ce sont des entrepreneurs qui passent contrat avec la compagnie. Du coup, on a les entrepreneurs pour la fonte, les marchands, les orfèvres monnayeurs, les maîtres essayeurs et les blanchisseurs, et le maître graveur. On va avoir progressivement en fait une dimension collective et un peu du coup réellement un groupe spécifique qui se crée
autour du coup du fonctionnement de cette institution. Chaque année, du coup, ce qu'on appelle les gens de la monnaie, ils doivent offrir des présents au gouverneur et il y a des coutumes qui se mettent en place. Par exemple, Ananda Ranga Pillai, il raconte en 1757 que la coutume, c'est que les gens de la monnaie offrent un bijou qu'ils reprennent ensuite en échange de 2000 pagodes. Pareil, en 1752, Duplex a besoin d'argent, il emprunte de l'argent, 20 000 roupies, aux gens de la monnaie. Du coup, il fait un emprunt collectif. Et il y a une plainte par un de ces intermédiaires, Lakshmana Rao, pour le repaiement, qui porte en fait cette demande au nom du collectif. Et pourtant, dans les statuts de la monnaie, il y a une interdiction d'association entre les entrepreneurs, les orfèvres et les essayeurs. Du coup, il y a une tentative, en fait, quand même de contrôle, voire de segmentation, tout en mettant parfois en avant la dimension collective de ce groupe. Ces contrats, en fait, et pour la fonte et pour le monnayage, en fait, c'est des contrats qui sont transmis au sein de familles. Et on peut un peu identifier en fait les différents acteurs dans ces familles. Par exemple, pour tout ce qui est la fonte des monnaies, les entrepreneurs de la fonte des monnaies, du coup les marchands, on voit qu'en 1750, c'est Ananda Ranga Pillai qui obtient le contrat pour 5 ans et que dans les années 1766, c'est son neveu qui l'obtient lui pour 8 ans. Pareil, si on regarde du côté de ce que je pense être, mais alors je suis pas sûre, mais ce que je pense être les essayeurs, il y a la figure de Milugiri Pandit qui est présentée comme ayant une grande expertise dans la frappe des monnaies et étant un marqueur. Et ensuite, il y a ses fils Bapu Rao, Ramachandra Rao et Lakshmana Rao qui reviennent très souvent parmi les gens de la monnaie et ceux qui portent les revendications ou les demandes des gens de la monnaie. Et ces gens, ils sont en fait aussi présentés sous le contrôle du courtier de la compagnie, mais aussi comme un groupe parmi d'autres. En fait, il y a les gens de la monnaie, comme il y a les gens de la ferme du tabac, comme il y a le gestionnaire du choultry, comme il y a les habitants des banlieues, etc. Du coup, c'est un groupe identifié parmi d'autres sous le contrôle plutôt social en fait qu'autre chose du courtier de la compagnie qui, par exemple, à cette époque, est Ananda Ranga Pillai, qui lui-même est un des entrepreneurs de la fonte. La perception coloniale de ces acteurs, en fait, on voit que leur relation avec la compagnie, elle se joue sur le registre de la fidélité. Et cette fidélité, elle est fondée... cette fidélité ou la confiance que nourrit la compagnie dans ces intermédiaires, elle est fondée sur leur position économique dans la colonie et régionalement. C'est pas du tout n'importe qui, hein, c'est les élites quand même commerciales ou alors parmi les orfèvres en fait de la colonie. Elle est fondée souvent sur l'ancienneté ou leurs liens familiaux anciens et sur leur expertise. Par exemple, en 1738, quand l'hôtel de la monnaie de Pondichéry est fondé, on fait venir des orfèvres de l'atelier monétaire d'Alam Parvé, de l'atelier monétaire du Nabab, parce qu'on juge qu'ils ont une expertise dans la frappe des roupies. Mais la vision qui se dégage en fait des sources coloniales, c'est globalement une vision péjorative sur l'échangeur, mais plus largement sur les gens de la monnaie. Du coup, Labourdonnais en 1737, il dit que tous les échangeurs sont des fripons. Et Duplex en 1750, il dit à Ananda Ranga Pillai, alors que Ananda Ranga Pillai est lui-même l'entrepreneur pour la fonte des monnaies, il dit tous les gens de la monnaie. Il y a une petite typo dans mon slide, sur ma slide. Tous les gens de la monnaie sont des grands escrocs car ils refusent maintenant, comme étant de qualité inférieure, ce qu'ils avaient auparavant accepté. Voilà. Du coup, les négociations en fait, qui sont des négociations commerciales, sont lues sous le mode de l'escroquerie et de la friponnerie. Voilà. Et ça, c'est une des roupies de Pondichéry. Pour ce qui est de la dimension plutôt politique de la monnaie, en fait, la monnaie, oui, il y a des questions marchandes, économiques, commerciales, mais c'est aussi une entreprise et quelque chose de politique. Non seulement parce que ça met en cause la dimension politique de la société de tout le monde, mais aussi parce que c'est un droit ou une prérogative qui est souveraine et régalienne et ça se retrouve dans toute l'entreprise diplomatique que met en place la Compagnie des Indes dans les années 1720 et dans les années 1730 pour obtenir le droit de frapper des roupies à Pondichéry.
Et ce droit de frapper des roupies, qui mène à l'établissement de l'atelier monétaire dont je vous ai parlé, en fait, il va être obtenu grâce à un personnage qui s'appelle Imam Sahib. Alors c'est pareil, Imam Sahib, parfois il s'appelle Imam Sahib. Il y a différentes écritures, mais il est aussi parfois appelé Ghulam Hussein Khan, Ghulam Hussein Khan. Et pareil, du coup, dans les sources, faut essayer de retrouver à chaque fois qu'on peut essayer les différentes manières dont il est désigné. C'est un personnage récurrent du journal d'Ananda Rangapillai et il a été étudié par Ernest Zé et par Catherine Manning. C'est un ancien esclave, en fait, un ancien esclave du Nabab qui était un de ses favoris et qui devient en fait gouverneur d'Alam Parvé, qui est un fort à 8 ou 9 lieues au nord de Pondichéry. Du coup, il devient gouverneur d'Alam Parvé en 1730 et en fait, rapidement, il a des prérogatives dans ce qui relève de la frappe monétaire et du monnayage. Il va notamment contrôler la monnaie d'Alam Parvé. On le retrouve à 3 moments dans les sources que j'ai utilisées. Dans les archives coloniales françaises, il apparaît dans les années 1730 dans la correspondance entre le Conseil supérieur de Pondichéry et les directeurs à Paris. C'est lui qui négocie donc, comme je vous l'ai dit, l'obtention du droit de frapper des roupies au titre, au poids et au coin des roupies d'Arcate. C'est une entreprise diplomatique que lui mène auprès du Nabab d'Arcate, mais aussi du gouverneur de Golconde. Et il participe réellement, en fait, au transfert matériel des coins et des poinçons pour frapper les monnaies, au transfert des techniques et au transfert même d'une expertise humaine et d'une force de travail, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a des orfèvres qui viennent d'Alam Parvé à Pondichéry. Il a évidemment un intérêt personnel dans cet accord et dans cette obtention du droit de frapper des roupies, parce que il négocie un contrat de vente annuel de matière d'argent, de piastres. Du coup, la compagnie lui fournit annuellement des piastres qui arrivent en fait par navire d'Europe, contre 50 000 pagodes d'or. Du coup, il s'assure un approvisionnement en argent annuel et il négocie aussi un droit de 1% sur 1000 roupies frappées à Pondichéry à perpétuité pour ses descendants mâles. Autant dire que c'est une rente très intéressante. Il apparaît dans les sources, dans le journal d'Ananda Rangapillai dans les années 1740-1760 dans le cadre des guerres carnatiques. Là, il participe à des intrigues de cour, des campagnes militaires et des actions diplomatiques. En 1740, il devient faujdar de Masulipatam. En gros, c'est une fonction militaire et fiscale, et il obtient des concessions territoriales et des exemptions fiscales pour la compagnie à Masulipatam et à Caracal. Sa famille trouve refuge à Pondichéry dans les années 1750 et tristement, sa femme meurt dans un incendie et c'est un événement qui est raconté par Ananda Rangapillai. On sait qu'il a 2 enfants, une fille et un fils, qui détient lui aussi des offices. Et son implication dans ces guerres semble lui avoir fait perdre la majorité de sa fortune. Et il meurt entre 1745 et 1750. J'ai pas réussi à trouver des dates plus précises. Et il revient en fait, ce personnage, dans les archives françaises dans les années 1760 et 1770, dans en fait des demandes et des documents légaux qui sont envoyés par le Conseil supérieur de Pondichéry au département de la Marine à Paris et qui soutiennent en fait les prétentions de ses héritiers concernant ce droit en fait de 1 pour 1000 sur la frappe des roupies. Pourquoi ? Parce que c'est un droit à perpétuité, mais seulement transmis à ses héritiers mâles. Et donc, sa fille, son fils n'a pas d'enfant, d'héritier mâle, et donc il va adopter son neveu. Et on a l'acte d'adoption qui date de 1763, qui va être traduit, jugé conforme par le Conseil supérieur de Pondichéry, et donc qui est envoyé à Paris pour que Paris accepte, en fait, du coup, qu'on continue à verser ce droit à sa descendance mâle par un peu ce subterfuge de l'adoption. Et du coup, ça, c'est la traduction de l'acte d'adoption. Rapidement, Imam Sahib, c'est un intermédiaire de la monnaie, mais en fait, c'est un peu un intermédiaire comme tous les autres, je pense, comme tous ceux dont on va parler aujourd'hui. Il a des titres multiples, des statuts et des fonctions multiples. Il est présenté comme un notable et un administrateur musulman, mais en fait, c'est aussi un diplomate, un marchand, un créditeur, voire même un changeur, en fait. Sa relation avec la compagnie, ses agents et la nation, elle est
présentée dans les archives coloniales sur le langage de l'amitié et de l'utilité. Elle est aussi évidemment enveloppée dans plein de pratiques en fait de cadeaux, de cérémonies et d'honneurs. Et il y a une ambiguïté assez forte entre ses liens personnels et sa relation officielle, contractuelle avec la compagnie. Il est présenté comme un ami du gouverneur et il le dit lui-même qu'il considère la position du gouverneur comme la sienne. En fait, c'est un intermédiaire qui a construit une stratégie familiale fondée sur de multiples allégeances, qui navigue différentes affiliations et expressions culturelles, pour reprendre Dan Hagman, et qui use en fait du langage de la parenté et de la protection pour faire valoir ses propres intérêts. Et je pense que ça, c'est en fait un portrait qu'on va retrouver dans les différents intermédiaires locaux dont on va parler. Pour conclure rapidement, il y a une assez grande invisibilité de l'institution monétaire, dans le sens où en fait la monnaie c'est partout, mais on en parle rarement jamais. On parle du commerce, du crédit, mais rarement de la monnaie. Et c'est assez dur de saisir et de dire quelque chose de la monnaie. Mais en fait, en partant des intermédiaires locaux, moi ce que je trouve que ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'en regardant ces intermédiaires, on arrive à un peu saisir la matière de ce que c'est la monnaie, son amplitude. Et on voit cet entremêlement fondamental entre commerce, crédit et monnaie. Il y a évidemment des limites importantes aux sources que j'ai étudiées et il faudrait en fait essayer de les contrebalancer avec d'autres sources. Premièrement parce qu'il y a une forme de double ignorance, une ignorance de la monnaie et une ignorance de ces intermédiaires locaux de la monnaie qui, quand ils sont présentés davantage comme courtiers que comme changeurs. Et il y a plein de difficultés en termes de langage, d'écriture et de traduction. Et enfin, ce que j'aimerais faire, ou ce qui je pense qu'il pourrait être intéressant, c'est de comparer avec Chandernagore, qui est un comptoir français mais au Bengale, ou de comparer avec les Anglais, qui sont évidemment aussi en Inde les grands rivaux des Français. Merci beaucoup. Merci beaucoup Juliette. Je pense que c'est aussi une communication qui va soulever, je pense, pas mal de questions. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui veulent se lancer? Oui, Jean-Claude. Alors, est-ce que vous n'avez pas un micro vers vous? Moi, je vais parler comme ça. Alors. Oui, ça aurait été bien aussi de venir me voir au service historique de la Défense, puisque on détient le fonds de la Compagnie des Indes. Donc, vous auriez pu y trouver quelques allusions, notamment aux monnaies, que ça soit dans la correspondance ou même dans d'autres documents. Mais par exemple, dans la correspondance, on a souvent des arriérés à propos de décès, des arriérés de paiement de soldats ou de marins. Et ce que je trouve tout à fait intéressant dans ces documents, c'est que on a de ci, de là des équivalences. On va parler de pagodes, on va les traduire en livres, ou en deniers tournois. Et ça va être tout à fait intéressant pour avoir un change à un moment T. Moi, je m'intéresse beaucoup au phénomène de la monnaie et ça m'a toujours fasciné, ces histoires de paiement entre la métropole d'abord et ensuite les Mascareignes, ou entre les Mascareignes et ensuite l'Inde, ou direct en droiture entre l'Inde et la métropole. Parce que là, il y a un juteux trafic de juteuses conversions et manifestement, on sent qu'il y en a qui savent compter et d'autres pas. Et c'est tout ce phénomène qui est tout à fait intéressant et que vous pourrez découvrir au Quai des Indes à Lorient. Voilà. Merci beaucoup. Je vais venir vous voir du coup. Oui, Jean-François, je t'en prie. Oui, bonjour. J'aurais une question, enfin deux petites questions à vous poser. D'une part, Ananda Rangapillai, je l'ai croisé il y a longtemps pour travailler sur les frères Monroe. Ça vous dit quelque chose? Oui, j'ai lu votre article d'ailleurs dessus, je crois. D'accord, mais si on peut échanger après, là-dessus, ça m'intéresse. Et la question secondaire, dans vos ateliers monétaires, j'imagine que la question du grammage des pièces est fondamentale. En fait, est-ce que ces roupies s'exportent-elles en concurrence ou en complément des piastres qu'on ramène en Asie du Sud-Est ou en Asie orientale? Et en particulier, est-ce qu'il y a une concurrence pour essayer de grammer davantage pour concurrencer la piastre espagnole de l'Espagne? Merci beaucoup pour vos questions. Alors, pour ce qui est d'Ananda Rangapillai, la spécialiste, c'est quand même Julie Marquet. Du coup, je vous conseille de discuter avec elle. Sur les Monroe, je pense que j'ai plein de questions à poser, peut-être plus sur les Mascareignes.
mais on pourra en discuter. Sur le grammage des pièces, oui, en fait, c'est toutes les tensions en fait entre les entrepreneurs, les orfèvres et la compagnie. Elle va jouer sur l'établissement du tarif de la monnaie, qui est du coup un tarif entre le titre, le poids et enfin des différentes espèces. Et évidemment, ce qui est frappé pour faire des roupies, ce qui est fondu pour faire des roupies, c'est des piastres. Et du coup, en fonction des différents types de piastres, parce qu'il y a une classification pièce numéro 1, numéro 2, etc. Du coup, les vieilles piastres sévillanes, les vieilles piastres mexicanes, puis à partir des années 1770, enfin la piastre au globe. Du coup, toutes ces piastres qui ont été pesées, dont la teneur en argent a aussi été analysée, il y a un tarif pour leur équivalence en roupies. Et c'est un enjeu. Mais une fois que ce tarif il est établi, ça change plus. Ça c'est ça qui est assez intéressant dans le cas des Français, c'est que il y a une reproduction de ce qui fait dans les ateliers en termes de régulation, pas du tout en termes de production, mais en termes de régulation, il y a une reproduction de ce qui se fait dans les ateliers monétaires en fait en métropole et en Europe. C'est-à-dire qu'on va fixer un standard de poids, de titre, on va fixer aussi un cours légal et on va s'y tenir. Ce qui permet aussi des arbitrages entre le cours légal et le cours commercial, alors que c'est beaucoup plus fluide dans les ateliers monétaires indiens, en particulier à l'époque où il y a des grosses tensions sur la dévaluation, plutôt des pagodes d'or. Sur l'exportation des roupies par rapport à la piastre, en fait, non, la roupie ne peut pas concurrencer la piastre. La piastre, c'est la monnaie internationale de l'époque, pour de simples raisons quantitatives et de qualité. Les piastres sont fondues pour faire des roupies. Du coup, c'est plutôt le résultat de la fonte des piastres, les roupies. Et les roupies circulent principalement à l'échelle de la péninsule indienne. Et l'enjeu, c'est véritablement de concurrencer les roupies en fait des Anglais, la roupie de Madras, et de permettre la dissémination des roupies de Pondichéry à l'échelle régionale du Coromandel, mais aussi au Bengale, parce qu'en fait la zone d'argent c'est beaucoup plus le Bengale. Du coup, l'enjeu pour les Français c'est ça, c'est une concurrence entre différents types de roupies et le fait que la roupie de Pondichéry soit utilisée dans les usages commerciaux au Coromandel et au Bengale. Il y a quelques roupies qu'on trouve au Mascareigne, du coup dans ce côté, si on parle d'un espace monétaire impérial, il y a un peu de roupies au Mascareigne, mais c'est minime par rapport à la quantité, au volume de la piastre. Julie, je t'en prie. Merci beaucoup pour ta présentation. C'était passionnant et très clair sur des questions qui sont très complexes. Donc vraiment, c'était fascinant. J'ai deux questions qui relèvent de deux registres très différents. La première, c'est une question qui concerne l'expression de la souveraineté à travers le geste de frapper monnaie. Et je me demandais si tu étudiais la matérialité des pièces elles-mêmes. J'imagine que là, sur les roupies arcades, c'est du persan. Est-ce que tu sais ce qui est écrit? Et est-ce que tu sais s'il y a un basculement dans ce qui est gravé, s'il y a une évolution et si on passe à du français, du tamoul ou des dessins plus tard dans le XVIIIe siècle? Voilà, qu'est-ce qui est figuré? Parce que c'est aussi un symbole qui est fort. Là, le fait de garder la langue diplomatique du persan, qui est la langue de l'Empire moghol, puisqu'on a obtenu le droit de l'Empire moghol, j'imagine que c'est pas neutre. Peut-être que ça fait même partie du contrat. Enfin voilà, c'est ma première question. La seconde question, ça rejoint plutôt moi mon intérêt pour l'histoire sociale de ces situations d'interaction et de ces zones de contact. C'est donc tu vois les gens, les différentes catégories d'acteurs intermédiaires ou non qui amènent leurs métaux pour les fondre à l'hôtel de la monnaie. Est-ce que tu vois dans les particuliers des gens qui, pour payer une amende, et parce qu'il y a beaucoup de systèmes de contraintes qui sont fondés sur l'amende, en particulier dans les transactions commerciales ou financières entre Français et Indiens, est-ce que du coup, dans l'urgence de devoir payer une amende, par exemple, les gens viennent avec leurs bijoux? Parce que le principal mode de thésaurisation, c'est pas la monnaie, c'est les bijoux, c'est l'or que les femmes portent sur elles d'ailleurs, en volume. Donc, est-ce que tu vois cette fonte des bijoux, par exemple? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tes questions. Alors, concernant la première, oui, c'est super intéressant la matérialité de la monnaie pour les questions de souveraineté, parce que évidemment, cette obtention du droit de frapper les roupies à Pondichéry s'est présentée comme la délégation d'une prérogative souveraine d'une grande importance pour la reconnaissance de la compagnie comme un seigneur puissant localement, même si la compagnie elle-même découle du roi.
Et en fait, non. Ce qui est très intéressant, et c'est ce que Frank Perlin appelle le conservatisme monétaire, c'est-à-dire que le but, c'est quand même un but avant tout commercial, que ces monnaies elles soient diffusées. Et pour être diffusées, il faut en fait que les usagers de la monnaie les acceptent, et donc qu'elles correspondent aux normes locales, et qu'elles soient facilement utilisables, reconnaissables, qu'elles soient crédibles. Et ça passe par le fait de conserver les signes et les symboles de la monnaie. Du coup, l'inscription, c'est ce qui est marqué en dessous. Ce qui est inscrit, c'est le nom de l'empereur, et puis la date et l'atelier. Mais il y a quand même certains ajustements. C'est ça qui est rigolo. Par exemple, les roupies de Pondichéry, on va rajouter une marque qui est le petit croissant. Je vais vous montrer. C'est le croissant qui est là. L'espèce de demi-lune. Ça, c'est la marque de la monnaie de Pondichéry qui est rajoutée pour qu'on puisse quand même identifier ces roupies, parce que comme en fait les Français vont respecter les convenances en termes de titre et de poids, c'est des roupies qui sont de qualité et qui vont, ça va prendre du temps, mais qui vont être recherchées pour leur qualité. Donc c'est un signe distinctif. Aussi parce qu'il y a beaucoup de tentatives d'imitation que parfois les Français appellent de la contrefaçon. Du coup, ils accusent les Hollandais de contrefaire les roupies de Pondichéry. Donc ce signe distinctif-là est censé permettre de les identifier. Là où ça pose problème, c'est plutôt sur les pagodes d'or. Il y a tout un débat en 1705, c'est assez rigolo, qui implique en fait les Capucins, si je dis pas de bêtises, parce qu'en fait les Français commencent par frapper des monnaies d'or, les pagodes, et il y a des représentations de divinités hindoues dessus. Et du coup, les missionnaires s'indignent en disant que c'est de l'idolâtrie, c'est pas du tout possible. Ils écrivent à Paris. Au ministre de la Marine, au directeur de la compagnie. Ça crée une réelle tension, et puis la compagnie finit par dire en fait, oui, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le commerce, du coup, on va continuer à faire des pagodes. Mais il y a, du coup, je sais pas si c'est une question chronologique, c'est d'abord les pagodes, du coup, c'est les pagodes qui posent problème, puis après, voilà. Ouais, mais c'est le côté, c'est ce qui est utilisé localement. Du coup, oui, pareil, oui, parce qu'en fait, les pagodes d'or, c'est des monnaies qui viennent de l'Empire. Alors, je sais pas du tout prononcer ce nom, de l'Empire médiéval du sud de l'Inde. Voilà, exactement, et qui sont utilisées du coup dans le sud de l'Inde, alors que les roupies, c'est les monnaies de l'Empire moghol du nord de l'Inde. Mais du coup, oui, c'est pas du tout les mêmes allégeances. Merci. Et sur les bijoux, en fait, je sais pas. Parce que l'hôtel de la monnaie, les particuliers, ils apportent leur or ou leur argent à la caisse du change, et ce qu'il y a dans les comptes, c'est seulement les sommes. Il n'y a pas l'identification de qui sont les particuliers, sauf si c'est pour des très grosses sommes, mais il n'y a pas l'identification des particuliers qui apportent leur or et leur argent. Quand j'ai vu des mentions de bijoux, c'était quand il y a les guerres, en fait, et que du coup, typiquement duplex, de dire il n'y a plus d'argent, apportez tous vos bijoux, faut les vendre. On poursuivra 1000 choses. Merci beaucoup. Merci. Oui. En métropole, au XVIIIe siècle, il y a pas mal d'édits qui imposent aux particuliers de ne détenir qu'un certain nombre d'unités de compte en numéraire, et donc à un certain moment d'apporter quasi de force leurs espèces en or ou en argent à l'hôtel de la monnaie. Est-ce qu'il y a les mêmes implications, les mêmes restrictions à Pondichéry, ou est-ce qu'on considère que les problèmes de métropole et les injonctions de métropole n'ont pas lieu d'être? Alors, j'ai rien vu de similaire. Je dirais que c'est probablement parce que, comme le dit Julie, en fait, la compagnie contrôle pas forcément autant ce qui se passe dans le comptoir. Par contre, ce qu'il y a au moment des guerres carnatiques, typiquement, il y a des incitations à apporter ses monnaies, son or et son argent contre en fait des billets à intérêt à 4%, quoi. Du coup, il y a une forme de, c'est une forme de proto-banque. En gros, le Trésor fonctionne un peu comme une proto-banque. Vous apportez votre numéraire, on vous donne des billets avec un taux d'intérêt. Mais c'est vraiment des solutions plutôt dans l'urgence face au manque de liquidité, quoi. Donc le système de l'AS, à un moment, d'après ce que vous dites, il a presque été copié pour un certain moment de guerre ou de tension.
En fait, le système de l'as, il fonctionne super bien dans les colonies. Enfin, aussi bien dans les colonies américaines, en Nouvelle-France, qu'en Mascarène. Il y a du papier-monnaie partout dans les colonies. Il y a des promesses de paiement partout. Il y a des billets à intérêt partout. Du coup, l'Empire permet aussi de remettre en cause toute cette historiographie sur le refus du papier-monnaie en France. Parce que quand il n'y a pas de numéraire, on fait avec autre chose, quoi. Merci beaucoup.